Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens juste de finir une interview avec Sébastien Tissier. Donc Sébastien est expatrié en Thaïlande, il est entrepreneur sur Internet et donc il va nous donner ses perspectives et son ressenti d'expatrié en Thaïlande. Donc si aujourd'hui vous avez comme projet de vous expatrier en Asie du Sud-Est et donc plus principalement en Thaïlande, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin puisque Sébastien va nous partager son retour d'expérience mais aussi des petites choses qu'il avait anticipées et qui se révèlent vraies et surtout ses perspectives et ses anticipations pour s'expatrier en Thaïlande dans les années à venir avec la situation qu'on vit à l'heure actuelle de confinement et de coronavirus. Donc je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et à regardez dans la barre de description pour avoir différents liens, différentes ressources qu'on va partager avec Sébastien dans cette interview. C'est parti pour l'interview. Merci Seb d'avoir accepté mon invitation pour venir partager de ton expérience et donc de l'expatriation en Thaïlande. On s'était rencontrés il y a déjà quelques années au Cambodge, il y a 5 ans je crois. Et donc justement, tu as un parcours un peu d'électron libre en Asie du Sud-Est et je pense intéressant à partager et aussi une vision du monde intéressante avec des bonnes valeurs mais aussi un petit, je dirais, esprit entrepreneurial à trouver des petits hacks qui est toujours intéressant de partager. Est-ce que tu peux donc justement te présenter et revenir sur ces 10 années d'expatriation, voilà, avec un temps que tu as passé au Cambodge et en Thaïlande principalement? Volontiers, merci de ton invitation d'abord Guillaume, c'est toujours un plaisir d'intervenir et d'échanger avec toi. Alors pour revenir sur mon parcours, moi je suis un vieil entrepreneur qui a démarré en France il y a très longtemps, en 99, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et en 2007, j'ai basculé mes activités sur Internet, une époque où on prenait un peu pour un fou puisque personne gagnait d'argent, mais la persévérance et un peu la vision du truc à l'époque m'a permis effectivement à partir de 2010 d'être totalement libre financièrement et puis libre géographiquement, ce que j'avais jamais pu faire avant et ce qui est un peu un lieu commun aujourd'hui puisque c'est devenu extrêmement mainstream finalement, mais 10 ans en arrière c'était un autre monde et c'est à cette époque-là, en fait, après un voyage que j'avais fait en 2008 en Thaïlande, où je m'étais dit, voilà, mon objectif, c'est d'avoir un boulot qui me permette de faire déjà ce que je veux et puis surtout d'être où je veux. Et avec la promesse que je m'étais faite de venir m'installer en Thaïlande, puisque j'avais surkiffé ce voyage et ce pays. Ce que j'ai pu concrétiser donc en 2010 en partant m'installer en Thaïlande vraiment. À l'époque, j'avais des business en ligne qui tournaient et qui me permettaient effectivement de me dire, OK, ça y est, je peux franchir le pas sans avoir de crainte ou sans, voilà, moi, j'étais pas déjà tout jeune puisque j'avais déjà 33, 34. Donc, j'étais pas sur un mode petit jeune tu pars avec ta brosse à dents et puis tu vois bien un peu comment ça se passe et sinon, si ça se passe mal, tu rentres chez papa, maman. Moi, j'étais déjà à un autre niveau. Donc, l'idée, c'était d'avoir suffisamment d'assises financières pour dire, OK, moi, je déménage, mais je déménage, je reviens pas, quoi. C'était un peu ça ma philosophie. Et puis, effectivement, j'ai passé quelques années en Thaïlande. C'était l'époque un peu facile où les visas étaient simples à avoir. Et puis, en 2013-2014, il y a eu le coup d'État militaire où les militaires ont repris le pouvoir, ont mis un gros coup de vis. Et là, c'était la fin d'une époque qui était celle où on n'allait pas à l'école de Thaï et du coup, on pouvait rester en Thaïlande avec un visa qui coûtait 3 fois rien. Et on n'avait pratiquement pas de contrepartie, donc c'était la belle vie. On avait des business automatiques, on avait voilà peu de contraintes en face de ça. Et puis, comme toutes les belles histoires, ça a toujours une fin. Et puis le vent tournait un peu, et puis je commençais à en avoir un peu marre. Et donc du coup, j'étais pas d'accord avec ce qui se passait ici. Et là, l'idée c'était de partir. Ok, je vais aller voir ce qui se passe un petit peu au Cambodge, où il y avait un vent de liberté qui était très différent. Tout le monde en Thaïlande disait que c'était le Far West, que c'était n'importe quoi, qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, que ça tirait à vue dans la ville. Bon, effectivement, quand tu arrives au Cambodge, c'était une autre époque, c'était le Far West, mais pas celui qu'on nous vendait ou celui que tout le monde pensait connaître. C'était déjà très pacifié, c'était déjà très, je vais pas dire clean parce que c'est pas vrai, mais quand tu arrives, effectivement, tu vois que tu franchis un monde, tu passes t'as un trou de 20 ans, en fait, dans le développement qui se passe entre la frontière thaï et la frontière cambodgienne. Quand tu arrives à Pépé, c'est moins vrai maintenant, encore une fois, parce que le rattrapage se fait très vite. Surtout en Asie, c'est une constante, tout change très vite. Quand je suis arrivé à Pépé, il n'y avait pas d'éclairage dans une ville qui faisait déjà plus d'1,5 million d'habitants. Il n'y avait pas d'éclairage la nuit. Il y avait les poubelles qui étaient sur un tas qui faisait 2 mètres, qui étaient au milieu des rues, en centre-ville d'une ville d'1,5 million d'habitants. Il n'y avait pas de feu rouge. Il y avait des flics à qui tout le monde tirait des bras d'honneur et personne ne s'arrêtait. Il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas de feu de circulation et c'est
tout ça, c'est arrivé, mais assez rapidement. Mais c'est vrai, quand tu arrives dans ce monde-là, tu es sur une autre planète. Et encore, moi, je venais déjà de Thaïlande, donc j'étais déjà plus dans le même monde. Mais pour quelqu'un qui passait de Paris à Phnom Penh, c'était quelque chose qui était juste impressionnant et qui est sans doute aussi, d'un autre côté, très formateur, un peu sur le côté… c'est le western avec tout ce que ça a aussi d'excès dans l'autre sens. C'est l'excès de liberté quand tu as de l'argent, effectivement, puisque nous, on était des blancs avec du pouvoir d'achat, mais tu voyais aussi, tu côtoyais la pauvreté, la misère, effectivement, sans filet, c'est-à-dire avec des gens qui avaient rien et ceux qui n'ont pas grand-chose, à qui on prend tout en plus, où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, ou pratiquement pas, tout s'achète. Et effectivement, c'est une vision qui, je pense, te fait beaucoup relativiser un petit peu ce qu'on connaît, ce qu'on pense connaître, et puis les règles qui conduisent le monde, surtout celui dans lequel on vient, qui est très codifié, très normé, très réglementé, très régulé. En fait, quand tu arrives dans des univers où en fait les règles, il y en a pratiquement pas, et tout se règle avec des billets, c'est un autre monde, c'est une autre planète quasiment. Et c'est vrai que c'est faut oublier un peu tout ce que tu penses connaître et voilà, profiter des côtés qui sont positifs et puis ouais, savoir que voilà, le monde ne tourne pas selon le système français partout dans le monde, quoi, loin de là. Et donc justement, ce système français, tu l'as évoqué, tu as aujourd'hui des entreprises sur Internet, tu fais principalement du business en ligne, donc on va dire que tu es assez mobile, tu peux un peu être un peu partout où tu le souhaites. Tu as eu à l'époque une vraie SARL avec des vrais employés et aussi tout ce que ça engendre, l'administration, la TVA, la pression, j'imagine, des autorités pour payer en temps et en heure tes dus à la TVA, par exemple. Est-ce que ça a été aussi des raisons qui t'ont poussé comme ça à voir de notre côté du monde un certain chaos et des choses un peu… Il y a des opportunités à peut-être prendre et saisir dans cette partie du monde. Et à contrario, en France, tu étais un peu, on va dire, matraqué et psychologiquement, tu en avais un peu marre d'avoir à gérer cette paperasse et cette lourdeur administrative. Est-ce que tu peux revenir comme ça sur ces peut-être éléments clés qui t'ont poussé à t'expatrier? Ouais, bien sûr. Faut remonter un petit peu plus loin. En fait, j'ai toujours été quelqu'un d'indépendant. J'ai jamais beaucoup aimé l'autorité. Et puis, j'ai été salarié en tout et pour tout 6 mois avec un pote. Et après, j'ai créé ma première boîte. Bon, après, voilà, c'est du travail. Tu te plantes, tu fais des erreurs, ça demande de l'énergie, ça te bouffe ton temps. Et puis, un jour, ça marche. Et puis, ça marche de mieux en mieux. Mais c'est normal parce que tu prends de l'expérience, tu prends de l'aisance. Et puis, il y a des choses que tu as déjà fait, que tu refais. Donc, tu scales petit à petit. Et puis, effectivement, un jour, tu te réveilles en te disant, OK, j'ai créé une boîte, bah, aujourd'hui, ça marche bien, j'ai des salariés, j'en ai une quinzaine. Bon, tu passes un peu ta vie au bureau, tu n'as pas trop le choix parce qu'effectivement, il faut surveiller un peu tout ça, parce que tu es un peu un maillon indispensable dans le truc. Et puis, embaucher d'autres personnes, ça te fait passer des seuils. Bref, tu es sur des équilibres un peu précaires comme ça. Mais la paperasse, les finances, les trucs, c'est un élément de l'équation. En fait, il y a un matin où je me suis réveillé, je me suis aperçu que j'étais plus libre, en fait. C'est-à-dire que j'avais une espèce d'illusion de liberté où, certes, j'avais de l'argent, j'avais une situation sociale, j'étais patron, machin, enfin, tout ce qui fait plaisir à tes parents. Moi, je viens d'un milieu ouvrier, donc évidemment, c'était une forme de réussite sociale. Mais en revanche, tu as du blé, mais tu peux pas le dépenser parce que tu n'as pas de temps, en fait. Et ta vie, tu la passes au bureau, tu passes ta vie à faire des trucs qui te font chier, concrètement, parce que toi, tu n'avais pas voulu monter une boîte pour faire de la paperasse, pour gérer des déclarations de TVA ou expliquer aux gens qui doivent être à l'heure le matin. Tu avais fait ça pour justement être libre. Et moi, le constat que j'en ai tiré à un moment, c'est que au-delà du calendrier qui était effectivement souvent dicté par des échéances qui est tu viens de finir de payer la TVA, l'URSSAF, le machin, les trucs, ta prochaine échéance, c'est dans 3 mois. Tes projets, en fait, c'est trouver du cash pour financer tout ça, quoi. Donc, c'est une espèce de course un peu perpétuelle où tu te brûles finalement la santé et un peu totalement le cerveau. Donc, je me suis dit un jour, mais putain, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça? Et la réponse, elle était clairement pas, quoi. Donc, le truc, c'est comme mes parents m'avaient un peu pris pour un fou en me barrant à l'autre bout de la France pour faire un truc que personne n'avait fait dans ma famille, qui était de monter une boîte un jour. Et puis là, tout le monde m'a pris pour un fou en disant je les ferme et puis je vais faire un truc sur Internet. À une époque où, en fait, personne ne gagnait d'argent sur Internet. Enfin, du moins, quand je parle de personne, c'était pas des individus. Tu avais déjà des entreprises, évidemment, des trucs comme Céliscount, des boîtes qui tournaient déjà et qui faisaient de l'argent, enfin, et encore. Mais il n'y avait pas d'individus comme on est maintenant. Tu n'avais pas des freelancers, tu n'avais pas des gens qui étaient devenus des auto-entrepreneurs, puisque ça aussi, c'était une nouveauté qui arrivait un peu plus tard. Et donc, c'était quelque chose de neuf, mais c'était une aspiration finalement de liberté qui m'a poussé. Et en réalité, aujourd'hui, si je suis en Thaïlande et si je
peut pratiquement pas rentrer en Europe. C'est pas pour des raisons fiscales ou quoi que ce soit. C'est juste parce que moi, je suis parti il y a plus de 10 ans avec des règles sécuritaires, des règles libertaires que je trouvais déjà insupportables à l'époque. Mais entre-temps, il y a eu les attentats, il y a le Covid, il y a les confinements, il y a les machins. C'est juste un truc. Moi, je peux pas rentrer dans un moule qui est devenu aussi étriqué que celui-ci. Alors, même si en Asie, les règles se sont importées aussi, c'est-à-dire qu'à une époque, il y avait pas de règles, pratiquement pas. Aujourd'hui, il y en a, y compris au Cambodge. Il y a même des feux rouges, il y a des gens qui les respectent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la progression, elle était beaucoup plus lente. Là, en fait, on est dans des États et dans des pays qui sont hautement liberticides. Je trouve que l'année 2020 était un très bel exemple, en fait, d'à quel point on peut enfermer les gens sans avoir besoin de prison, finalement. On te contraint finalement à rentrer dans un truc. Effectivement, après, il y a peut-être des raisons. Toujours est-il que moi, j'ai été très content d'être en Asie, en Thaïlande, où, et toi d'ailleurs au Vietnam, c'était un peu pareil. Les contraintes de confinement et de mobilité ont été quand même largement réduites pour des gens qui sont résidents. Pour les touristes, évidemment, t'es bloqué, t'es coincé, effectivement. Mais c'est vrai que je comprends la dépression et la morosité ambiante en Occident en général, à l'heure où on parle en ce moment en plus d'un troisième confinement qui est, quand on commence à t'en parler, c'est qu'il est déjà signé. Donc, et peut-être même il y en aura un quatrième. L'année 2021, elle est déjà pliée, elle est morte comme l'année 2020, quoi, en fait, en réalité. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter en me disant que putain, si j'étais en Europe, mais c'est sûr, je pourrais pas y rester, quoi. C'est encore moins en France. En Europe, il y a des coins qui sont un peu plus protégés ou un peu moins sur cet équilibre-là. Mais en Asie, on a quand même cette chance formidable à la fois, bon, d'avoir le climat, les trucs. Après, tout n'est pas parfait, mais selon mes normes à moi, selon mes règles à moi et selon ma vision du monde, l'Asie correspond plus en général à ce que je recherche et ce que j'attends de la vie. C'est-à-dire qu'en gros, on me fout un peu la paix. Moi, je peux m'organiser tout seul. J'ai pas besoin beaucoup de l'État français ou d'un autre État. Et puis de l'autre côté, en revanche, c'est qu'on me foute un peu la paix, quoi, pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'est ça, en fait, la réalité, c'est ce qui a toujours guidé mes choix, c'est finalement plus la liberté qu'autre chose. Ok, on reviendra un peu plus en détail sur la partie, on va dire, Covid, comment s'est passé 2020, de ton ressenti en Thaïlande. Je pourrais partager aussi un peu mon point de vue sur la partie Vietnam. Si on peut revenir, justement, tu disais, tu t'es expatrié en Thaïlande, tu es parti pour certaines raisons au Cambodge et tu as finalement décidé il y a 2-3 ans, c'est ça, de finalement y revenir et t'y installer. Est-ce que tu peux partager les raisons qui t'ont poussé donc justement à partir du Cambodge et revenir en Thaïlande? Ouais, il y a deux raisons fondamentales. C'est le développement anarchique et puis un espèce un peu de dégoût de l'évolution de la société là-bas. C'est-à-dire que le développement anarchique va avec l'autre. C'est-à-dire que c'est un pays qui a été quand même largement vendu et colonisé par des investisseurs chinois, par des casinos, par des gros groupes immobiliers qui ont exproprié à tour de bras des gens qui avaient déjà 3 bouteilles de plastique et qui habitaient dans des cabanes en tôle et qui avaient que ça. Qu'on a mis sur le bord de la route. Et quand tu te balades à Phnom Penh, c'est un chantier permanent. Alors c'est casse-couille quand tu y habites parce qu'il y a toujours une nouvelle construction et quand c'est à côté de chez toi, ce qui arrive tout le temps, c'est que tu te manges des chantiers en permanence. Mais au-delà de ça, au-delà de juste l'inconfort personnel, tu as aussi un petit peu le truc de voir en fait les conséquences du machin, c'est-à-dire que tu as des gens qui s'engraissent effectivement, mais que le peuple en général est quand même largement oublié et pire, spoilé encore une fois du truc, quoi. C'est-à-dire que on distribue pratiquement gratuitement des passeports à des Chinois qui viennent construire des casinos qui servent à être créateurs d'emplois pour des Chinois qui viennent les construire. C'est même pas des Cambodgiens qui les construisent la plupart du temps. Et les Chinois, quand ils arrivent, ils construisent un baraquement pour leurs ouvriers chinois. Dessous le baraquement, ils ont mis un restaurant qui est tenu par des Chinois et qui font de la bouffe chinoise pour des Chinois. Et en face, tu as les Khmers qui sont en train de faire un espèce de petit bar pour gagner 3 francs avec à côté des poubelles, quoi. C'est ça, en fait, le revers un peu de ce truc. Je dis pas que tout le Cambodge est comme ça et je dis pas que c'est le seul élément, mais en substance, il y a quand même beaucoup cette partie-là qui m'a fatigué personnellement sur le côté un peu trop grouillon. Et puis, à côté de ça, il faut pas se mentir, c'est que le Cambodge a évolué aussi très vite. Les prix ont évolué et puis voilà, au Cambodge, acheter un condo, c'est les prix quasiment français, quoi. Alors que finalement, tu mets des grilles tarifaires qui sont ici, sauf que en fait, quand tu veux te mettre au niveau de Chanel, faut que tu aies le service
client de Chanel, quoi. Tu peux pas avoir le machin en mettant, tu vois, tu vends tes sacs Chanel dans une déchetterie, ça marche pas, quoi. Donc, il y a un ensemble, c'est-à-dire tu achètes un combo. Quand le truc, il est pas parfait, mais qu'on t'emmerde pas, et puis que voilà, c'est la contrepartie, tu dis, OK, mais c'est normal. Mais en revanche, quand tu commences à avoir les prétentions de monter au niveau supérieur, faut que tu adaptes tout le truc, c'est-à-dire faut avoir un vrai service client. Parce que là, pour le coup, tu trouves forcément beaucoup plus en Thaïlande. C'est plus cher, effectivement, mais tu as un pays qui est carré, il y a des routes, il y a des autoroutes, il y a de la fibre, il y a machin, et puis quand tu appelles quelqu'un, il arrive, c'est, voilà, il y a ce qu'il faut, en fait, pour être confortable. Alors oui, il faut le payer, bien sûr, mais tout se paye. En fait, en Europe, c'est aussi ça que tu payes avec tes impôts, avec tes taxes, c'est le fait d'avoir des infrastructures, d'avoir machin, et oui, ça coûte du blé. Donc oui, il faut que quelqu'un le paye. Et c'est vrai qu'au Cambodge, bah, tu as beaucoup plus, malgré tout, des gens qui sont un peu des gens qui sont partis de Thaïlande, mais parce qu'ils n'avaient plus forcément les moyens de rentrer dans les visas pour être retraités, par exemple, parce que l'euro s'est effondré, le baht est monté, ce qui fait qu'ils étaient sur des équilibres précaires. Et tu as des gens qui sont un peu enfuis vers le Cambodge, qui est plus accessible pour eux. Mais encore une fois, tu n'as pas la même chose. C'est-à-dire que même un appart au Cambodge, enfin, tu vois, quand tu regardes les prix, moi, j'habite au bord de mer, j'ai 80 mètres carrés, j'ai vue direct sur le golfe. Là, je vois Pattaya au loin. Ça me coûte moins cher qu'un appartement à Pépé, quoi. Et c'est pas du tout la même qualité de confort de vie, de finition et de service client, quoi. Dans le truc, c'est à Pépé, j'ai toujours un appart là-bas. T'as les rats qui courent dedans, quoi. C'est pas, tu vois, t'es pas dans le même truc. Je dis pas que c'est encore une fois, c'est bien ou mal, machin. Je sais pourquoi c'est fait, comment c'est fait. Simplement, encore une fois, après, bah, quand t'es client et quand on te demande de contribuer, bah, tu vas en tant que client vers les options qui sont les plus pertinentes, quoi. Et puis au-delà de ça, il y en a quand même une dernière, c'est que le Cambodge, c'est petit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, le Cambodge, c'est pas très grand. Quand tu regardes bien, ça fait moins de 20 millions d'habitants. Tout n'est pas praticable parce que les routes, elles sont pas encore installées partout. C'est des projets lointains à certains endroits. Et pour faire 200 bornes, tu comptes 5 heures de route. Et puis à certains moments, voilà. La Thaïlande a un autre avantage, c'est la surface. Et quand tu es en Thaïlande, par exemple en 2020, bah, j'ai fait le tour du pays et puis j'ai pas fini parce que en fait le pays est très grand. Il est aussi grand que la France, ce qui n'est pas le cas du Cambodge aussi. Bref, voilà un peu pour toutes les raisons. Ok, bah c'est aussi des raisons, enfin je partage on va dire la partie petitesse du pays, c'est aussi l'un des facteurs qui m'a fait partir du Cambodge pour aller au Vietnam finalement. Est-ce qu'on peut maintenant revenir un peu sur cette année 2020 qui a été on va dire spéciale et puis tu l'as évoqué et puis ça devrait sûrement continuer comme ça l'a été en 2021. Quel a été justement ton ressenti? Je sais que tu étais en mars au Vietnam, tu étais en vacances ici. Et à quelques jours de ça, les frontières sont fermées. Tu as pu in extremis rentrer en Thaïlande. Et ensuite, les deux pays, on l'a vu très tôt, nous, ont pris des mesures drastiques très vite, avec voilà un flicage des personnes, des entrants, etc. Avec des fois des mises en quarantaine sur différents niveaux. Donc une personne qui était en contact avec une personne, etc. a anticipé. Quel a été ton ressenti? Est-ce que ça t'a au final donné encore plus envie de rester ou est-ce que tu as été surpris de la manière dont ces pays dits émergents ont réagi, ont réussi à cibler d'une manière, on va dire, presque chirurgicale les différents noyaux de maladies pour au final l'éradiquer très rapidement? Est-ce que tu peux un peu nous partager ton avis sur ça? Ouais, je pense que en fait, les pays asiatiques, mais souvent, il suffit de regarder un petit peu dans le passé. Ils ont connu la grippe aviaire, le SRAS et les trucs comme ça, donc ils ont gardé des réflexes. C'est vrai que en Occident, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on trouvait bizarre les gens qui mettaient un masque. On avait l'impression qu'ils cherchaient à se protéger en fait du truc ambiant, alors qu'en Asie, c'est exactement l'inverse. C'est les gens qui te protègent en évitant de te filer tes microbes. Mais jusqu'à l'année dernière, effectivement, en Occident, personne n'avait bien compris. Maintenant, je pense que c'est devenu quelque chose que tout le monde a intégré en force, mais c'est comme ça. Mais ici, les réflexes sont très différents. Les gens sont beaucoup plus disciplinés et les gens ont gardé ça en mémoire. Donc, c'est vrai que tu as cet esprit un peu plus collectif qui prévaut aussi. Et puis, encore une fois, tu n'as pas besoin de les convertir au masque. Eux, ils le sont déjà convertis. Donc, l'un dans l'autre, tu vois que finalement, ils avaient des réflexes qu'ils avaient gardés. La dernière couche, ça a été la couche technologique qui permet, avec des QR codes, très vite, effectivement, de savoir, d'être averti, de machin. Enfin, l'infrastructure technique ici aussi, il n'y a pas la CNIL, il n'y a pas les trucs. Donc, en fait, il n'y a pas les mêmes réticences des gens là-dessus non plus. Encore une fois, c'est une question aussi. Ils ont fait des sauts technologiques très rapides. Ils sont pas passés par le téléphone filière tant que ça. Ils sont passés de rien à Internet, quoi, en substance. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus entrées dans les mœurs
Là où en France, il faut expliquer que non, ça va pas te servir à te fliquer. De toute façon, tu te fliques tout seul déjà comme un grand avec Facebook, quoi. Mais bon, les gens ont cette espèce de dichotomie absurde de penser que l'État va les fliquer et n'ont aucune espèce de remords à dire que Facebook, ouais, mais c'est pas grave en fait. C'est comme ça. Mais ici, en fait, il n'y a pas cette barrière-là. Il n'y a pas le truc du c'est bien, c'est mal, c'est machin. Tout le monde joue le jeu et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça qu'effectivement, ça fonctionne mieux. Donc ils ont installé des règles qui étaient drastiques. Effectivement, on a eu droit à un petit confinement. Nous, enfin, c'était pas vraiment un confinement. Il y a eu un couvre-feu qui, au plus fort du truc, c'était de 10h du soir à 6h du matin, tu pouvais pas sortir. Il y a eu beaucoup d'annulations de manifestations publiques. Il y a eu une période où effectivement, du coup, on pouvait sortir dehors, mais vu que les plages étaient fermées, tu pouvais pas te promener sur la plage, et vu que la plupart des trucs étaient fermés, bah, t'avais rien à faire dehors, quoi. En substance, tu pouvais y aller, hein, mais t'avais rien à y branler, quoi. Donc, en fait, tu restais chez toi. Mais on n'était pas contraint à le faire. Ce qui est très différent aussi. Et après, moi, j'ai la chance d'habiter dans un village, donc du coup, on a le marché, le petit marché avec les tailles où ça a jamais fermé. Donc pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que ça m'a obligé à rester au même endroit, ce qui m'était pas arrivé depuis très très longtemps, puisque normalement, je bouge 2 à 3 semaines par mois, je suis sur les routes. Et là, en fait, bah, j'ai passé à peu près 2 mois au même endroit, ce qui m'était pas arrivé depuis très très longtemps, mais c'était la seule partie un peu de désagrément du truc. Et ouais, après, j'ai juste anticipé un peu le machin, juste comme il fallait. Comme tu le disais, je suis arrivé au Vietnam, j'avais de la famille qui est venue d'Europe, on partait au Vietnam pour 15 jours, c'était un truc qui était prévu de longue date. Et puis moi, fin février, j'avais vu un peu le truc, ça commençait, j'étais dans un grand condo, dans un grand ensemble où il y avait beaucoup de touristes. Je voyais les gens qui commençaient à tousser dans les ascenseurs, ça commençait à me faire flipper puisque on avait un peu les trucs et je voyais les tailles qui réagissaient et puis machin. Donc, tu avais une ambiance un peu particulière avant qu'il y ait vraiment la fermeture et le truc qui arrivait beaucoup plus tôt qu'en Europe. Et du coup, j'avais pris le parti de me dire, OK, je vais déménager, je vais bouger un peu à l'extérieur, là où il y a beaucoup moins de touristes. Et ce qui fait qu'effectivement, je suis tombé pile dans le truc. Bon, en même temps, on est depuis le Vietnam à 2 heures de vol, donc si j'avais dû rentrer plus en urgence que ce que j'avais fait, là, c'est juste le calendrier était parfait, puisqu'on est rentré au Vietnam 2 jours avant qu'ils ne ferment les frontières aux étrangers, donc les Français 2 jours après ne pouvaient plus rentrer. Et puis on est rentré en Thaïlande 2 ou 3 jours avant qu'ils ferment le pays totalement pendant quasiment 6-8 mois. Mais en même temps, j'étais à côté, donc s'il avait vraiment fallu que je rentre, je serais rentré. J'ai aussi un visa qui me permet de rester ici en permanence. Donc, tout ça, c'est pas juste du hasard. C'est aussi un calcul quand même qui est fait un peu en amont, quoi. C'est pas un truc, c'est mon côté un peu paranoïaque aussi qui prend le relais, quoi. Et donc justement pour parler des visas, c'est déjà une vidéo, tu as une vidéo je crois qui s'appelle La fin du digital nomadisme en Thaïlande ou quelque chose comme ça sur ta chaîne YouTube qui parle justement… Qui ? Je visais le monde en général, je visais pas la Thaïlande particulièrement. Ouais, mais c'est vrai que chacun des pays, même au Vietnam, il commence à y avoir des restrictions en termes de visa. On commence à avoir besoin en tant qu'étranger d'avoir des tax ID en fait. Et puis de toute façon, c'est une norme qui commence à être répandue dans l'ensemble des pays. Et puis les pays, par mimétisme, se copient et se réajustent par rapport aux pays limitrophes. Est-ce que tu peux justement, tu as une vidéo intéressante que peut-être on pourra mettre dans la description, donner un peu ton update 2021 sur ces tendances et ce fameux Covid qui arrive entre-temps, voilà, en termes de résidence fiscale, en termes de tax ID, en termes de potentiellement assurance santé. Je sais qu'il y a pas mal de notions comme ça qu'auparavant on n'avait même pas conscience en tant que digital nomade ou en tout cas entrepreneur sur Internet, qui maintenant deviennent, on va dire, des nécessités. Est-ce que tu peux nous partager voilà, une petite update sur 2021 ? Alors la vidéo à laquelle tu fais référence, elle visait pas le Covid, mais effectivement, concours de circonstances, c'est ce qui a été un déclencheur et qui a exactement les effets que j'avais en revanche prédit. C'était le truc de dire, en fait, moi je l'avais constaté à plein d'endroits, c'est que pour passer les frontières, ça devenait de plus en plus compliqué. En fait, je revenais de Chine quand j'avais fait Bali juste 2 mois avant. À Bali, ils m'avaient emmerdé, ils m'avaient contrôlé pendant 45 minutes parce qu'ils avaient un visa qu'ils connaissaient pas, le mien du moins. Ils trouvaient ça bizarre, machin. Bref, ils m'ont passablement pété les noix pendant 45 minutes. Et puis en Chine, c'est pareil. En Chine, t'as à l'entrée et à la sortie, tu as 2 agents tu vois, qui contrôlent avant que tu sortes du pays. Et avant ça, t'as la nana, pareil, de la compagnie aérienne qui me fait, ouais, mais ton visage, je le connais. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute, ma grande? T'es pas, enfin, tu vois, t'es pas officiel taille, toi. T'as une secrétaire qui distribue des billets, donc file-moi mon billet. Tu vois, c'est un peu ça. Mais tout ça pour dire que je le caricature et je le prends un peu sur le ton de la rigolade, mais c'était une réflexion qui est venue de ces 2 éléments-là, qui m'a fait dire qu'en fait,
plus ça allait. Et plus il y avait de restrictions qui étaient imposées par les États. D'ailleurs, avant, la Chine, pour aller en Chine, pour avoir le visa chinois, on est passé par l'ambassade, on a eu droit à un interrogatoire en bonne et due forme pour qu'ils nous filent un stamp, quoi. Donc, tu voyais qu'on n'était plus dans le truc, ouais, tu pars, t'arrives, tu prends ton machin. Ouais, ça, c'était déjà une tendance qui était déclinante et qui tend à se généraliser. Moi, j'avais prédit que ça arriverait de plus en plus parce qu'effectivement, il y avait le resserrement des mentalités, il y avait la crise économique latente, c'était pas la même qui était envisagée à l'époque, mais tous les phénomènes étaient convergents et finalement, le Covid, c'est juste le déclencheur qui change, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on va dire que bon, c'est pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons sanitaires. Mais la fin, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va te vendre tout et n'importe quoi et très bientôt, sans doute, un passeport de santé international avec un flicage intégré parce qu'on va te dire que sinon, tu pas rentrer, c'est comme ça. Et tu as le droit de le prendre ou pas le prendre. Sauf que si tu veux aller à un endroit, on va dire c'est comme ça. Comme les tests PCR, si tu veux rentrer, tu fais ton test. Si tu veux pas passer le test, tu rentres pas, c'est tout. Et tu auras le choix. Mais tu auras le choix surtout d'adopter les règles. Donc de plus en plus, on voit que c'est comme ça que ça va évoluer. Et de plus en plus, les contrôles vont être fréquents. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ce qui était très vrai à l'époque, c'est que les pays émergents ou émergents en Asie ont quand même largement poussé et que les Européens qui étaient une aubaine à un moment ne sont pas aussi indispensables que ça pour eux. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, le gros du tourisme, c'est plus les Français, c'est pas les Européens, c'est pas les Américains, c'est les Chinois. Donc en fait, ils vont au plus vite, au plus rapide et au plus truc. Donc en gros, faut rentrer dans les cases, dans les moules, c'est de plus en plus vrai. Si tu veux t'installer en Asie, ça coûte de plus en plus cher. Il y a 20 ans, c'était effectivement un espèce d'Eldorado, sauf qu'entre-temps, les pays ont cru très vite, les villes se sont développées très rapidement, et puis les systèmes auxquels tu fais référence, les réglementations, la fiscalité, ils ont commencé à les implémenter à vitesse grand V. Ils ont la TVA, ils ont les machins, et puis ça va suivre exactement le même parcours qu'ailleurs. Donc en fait, pour connaître l'évolution, il suffit juste de regarder dans le passé chez nous, et puis de voir comment ça va aller, puisque les États ne sont pas meilleurs gestionnaires que les nôtres. Il n'y a pas moins de fonctionnaires non plus en Asie, contrairement à ce qu'on pense. On a une vision parfois à dire la France elle est fonctionnaire. Ouais, mais tu viens en Thaïlande, il y a des centres des impôts avec des moniques dedans qui cochent des cases, et puis tu as des fonctionnaires partout, et il y en a beaucoup dans tous les pays du monde, parce que c'est un moyen en fait de redistribuer de la richesse. Et quand tu as des fonctionnaires, et quand tu construis des routes comme ils le font en Thaïlande tout le temps, tu as besoin de cash. Le cash, tu le lèves sur les gens qui dépensent, donc ça veut dire de la TVA, ça veut dire de l'impôt, ça veut dire des trucs. Alors certes, c'est moins cher que ce qu'on connaît, mais tôt ou tard, en fait, tu vas avoir la même tendance, en fait, elle existe déjà. Et donc, il suffit juste de regarder le truc en se disant ils sont là et puis dans 5-10 ans peut-être à quelques années près ils seront là, quoi, et c'est tout en fait. Maintenant tu sais que quand tu vis en France, tu es obligé de faire des déclarations d'impôts, tu es obligé d'avoir une situation que Monique elle comprenne à la fiscalité, qu'elle te mette dans la bonne case et qu'elle t'emmerde pas trop. Et Monique elle est pareille au Vietnam, elle est pareille en Thaïlande, elle est pareille au Cambodge maintenant. Monique elle est internationale et elle vagabond numérique, ça tient pas dans ces cases en fait. Ce que j'appelle vagabond numérique, c'était les digital nomades en mode on n'a pas d'adresse, on n'a pas de situation, on n'a pas de tax ID, on s'en bat les steaks, sauf que ton banquier en fait, où qu'il soit dans le monde, lui il est tenu par des règles internationales et que lui on lui demande maintenant les tax ID. Donc en fait de plus en plus, si tu gagnes pas d'argent, c'est pas un problème, mais dès lors que tu vas avoir de l'argent qui rentre, on va te demander d'où il vient, pourquoi, où est-ce que tu payes tes impôts, et ça va être ça de plus en plus. Et c'est normal, encore une fois. Et donc justement, si on fait un peu des projections à horizon 1 an, 2 ans, quand toute cette affaire Covid devrait se tasser, quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur, peut-être qui a un business sur Internet, qui veut quand même venir en Asie pour voyager, pour potentiellement se poser, avoir une base ici en Asie du Sud-Est? Quels seraient les conseils que tu lui donnerais pour mettre en place ou a priori avoir quelques notions en tête sur toutes ces notions-là de fiscalité, tax ID, résidence fiscale? Il faut avoir la base et se construire un historique. Ça veut dire, en fait, tu ne peux pas être un vagabond, en fait. Tu as besoin d'une adresse. Pour ouvrir un compte en banque, tu as besoin d'une adresse. Tu as besoin d'une adresse pour être attaché à un centre fiscal. Tu as besoin d'une adresse pour tout et n'importe quoi. Il faut une adresse, en fait, un endroit où tu puisses recevoir des papiers, où tu vas avoir un compte bancaire que tu vas ouvrir avec cette adresse-là, qui va te permettre de dire que tu vis à cet endroit-là et que tu pourras payer des impôts à cet endroit-là. Donc très vite, en fait, il faut te construire simplement une pile de papiers
qui te permet en fait de t'affranchir de l'Europe, si tu veux t'affranchir de l'Europe, que ce soit la France ou les autres pays, puisque le principe c'est que tu peux changer de résidence fiscale si tant est que tu en as une autre. C'est-à-dire que, encore une fois, Monique aux impôts, elle, t'habites où? T'habites nulle part. Bon bah tu payes chez nous, quoi. C'est comme ça que ça marche. On va le schématiser, mais en substance, on va dire que pour faire très simple, c'est ça. Donc bien sûr que le plus tôt tu commences à avoir des papiers, un truc qui correspond à une forme de normalité pour les gens qui ont le pouvoir de te péter les noix, bah, c'est mieux. Donc ça veut dire effectivement avoir une adresse, avoir des factures, avoir un compte bancaire qui est rattaché à cet endroit-là, avoir une boîte qui justifie de tes trucs et payer des impôts. Ça ne veut pas dire payer des millions, ça veut dire essayer de payer pour justement avoir quelque chose qui soit lisible et puis l'upgrader dans le temps, c'est-à-dire de faire en sorte que tu rajoutes une couche à chaque fois parce que tôt ou tard, on va te la demander, cette couche. C'est-à-dire que peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans un mois, peut-être dans un an et demi. Mais quand tu vas arriver et faire les trucs dans l'urgence, tu n'auras pas d'historique. Et l'historique, en fait, c'est ce qui t'absout de beaucoup de choses. Donc, avoir de l'historique en disant, si, moi, regarde, attends, j'ai mon passeport, voilà, là, j'habite en Thaïlande, tu peux voir, j'y passe 9 mois par an, donc je paye mes impôts là-bas. Tiens, d'ailleurs, j'ai un tax ID et c'est pour ça qu'en fait, moi, je te dois rien parce qu'en fait, je paye déjà Monique en Thaïlande. Donc, merci, au revoir. Mais si tu n'as rien fait, si tu n'as rien mis en place, la France, elle va dire, OK, tu nous donnes du fric et puis tu le payes. Puis si tu ne le payes pas, on va te saisir sur tes comptes. Et vu qu'en fait, on a le pouvoir de faire saisir sur tes comptes, même s'ils ne sont pas totalement en France, tu vas te retrouver à payer des trucs. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de comprendre les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est de respecter celles qui sont en vigueur et qui sont maintenant internationales. Il y a en plus en 2021 là, la mise en place de tous les mécanismes de flicage internationaux des flux financiers. Donc, ton passeport, par défaut, c'est lui qui va communiquer tes soldes bancaires et les mouvements de fonds que tu opères, que tu es validé ou non le principe. C'est déjà acté dans plein de pays du monde. Donc, tu ouvres un compte bancaire avec ton passeport français. Si tu es résident fiscal français, par défaut, tu l'es donc, et si tu n'as pas amené un tax ID à ton banquier d'un autre pays, lui va envoyer automatiquement tous les ans le solde en fait au fisc français. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que ça va marcher de plus en plus. En fait, j'ai vu une interview de quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui disait qu'en réalité, on était, toi, moi, la dernière génération qui avait connu l'anonymat. Et c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, t'es plus anonyme. C'est fini, en fait. Nous, un peu moins en plus, parce qu'on se montre un peu en vidéo, mais pour les gens, en fait, qui ont mon âge, par exemple, j'ai encore plein de potes, tu trouves pas une photo d'eux sur Internet. Mais pour les jeunes, ceux qui naissent maintenant, ceux qui sont nés il y a 10 ans, ceux qui sont nés avec Facebook, ne connaîtront jamais l'anonymat. Et ça, c'est vrai pour de plus en plus de gens. C'est-à-dire que tes données personnelles, tes trucs, Facebook les a, ils savent ce que tu fais, où tu le fais, avec qui tu le fais, avec qui tu consommes, ce que tu achètes, ce que tu n'achètes pas, ce que tu refuses d'acheter. Bref, ils connaissent déjà un paquet de trucs et c'est une réalité. Donc le fisc n'échappera pas à cette règle-là. Ils ont en plus des moyens qui sont quasiment illimités et donc faut pas oublier que des États en faillite vont sans doute avoir des mesures radicales de recouvrement de fonds, quoi. Donc ma vision, c'est pas, elle est la même qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans, qu'il y a 5 ans. C'est que le western, le Far West, a toujours une fin. C'est-à-dire que, les gars, on a besoin de pognon, donc la kermesse, elle est finie. Les mecs, vous êtes digital nomade. Non, t'es peut-être digital nomade, ça n'existe plus. Tu partiras en vacances 5 semaines par an. Après, le reste du temps, tu dois habiter quelque part. Ça, c'est la première des règles. Et puis, si tu te sens à l'abri en te disant, ouais, mais l'État français peut pas grand chose contre moi. C'est vrai, mais ton banquier, lui, il va te dire que, lui, il a des consignes et que ton compte, si t'es pas capable de lui fournir un truc à peu près droit, il va te fermer ton compte et tu peux repartir avec ton machin. Et puis, un business sans compte bancaire, c'est quand même pénible, quoi. T'as pas mal d'informations sur ça sur ta chaîne. C'est le plan B, c'est ça? T'as une vidéo notamment qui un peu illustre tous ces concepts. Ouais, c'est ça. C'est l'idée de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, l'idée de prendre des précautions, l'idée. En plus, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ça n'était à une époque. Moi, ma première boîte, je l'ai montée en 99. Le truc, pour avoir un compte bancaire, fallait te parrainer et puis t'arrivais avec ton argent et le banquier te disait, OK, je te prends ton argent et je te file un chéquier, mais je te fais une fleur, quoi. C'est aujourd'hui, en fait, tu ouvres un compte bancaire en ligne, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, en fait. Là, la réalité des choses, c'est que c'est pas parce que c'est facile que c'est le Far West. C'est-à-dire que les mecs, en fait, N26 et tous les autres, toutes les fintech, en fait, font des reports parce qu'on leur demande, parce que ils sont contraints juridiquement à le faire. Et comme il y a 20 ans, je me souviens de PayPal. PayPal, c'était la même chose. Les mecs, PayPal, t'es pas obligé de déclarer. Ouais, c'est vrai, sauf que PayPal, passé 2000 balles, il te le bloque. Donc, en fait, si t'as mis 10 000 balles et que tu l'as mis au nom de ta fille,
bah, tu peux faire une croix sur le pognon parce que tu ne le reverras jamais, quoi. Ouais, ben je mettrai de toute façon dans la description quelques liens pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ces sujets-là. Si on peut finir un peu sur des notes, on va dire un peu plus gaies, je sais que tu es partisan même aujourd'hui à faire des micro-sauts de puce à l'intérieur de la Thaïlande. Je sais que tu m'avais notamment dit, tu aimes bien réserver un hôtel dans un quartier de ta ville que tu connais pas et partir, aller flâner, aller te perdre. Quels sont, on va dire, un peu tes secrets du quotidien et tes routines que tu mets en place pour continuer d'apprécier comme ça une vie à l'étranger après 10 ans de vie en Asie? Bah, faut comprendre qu'en Asie, en fait, contrairement déjà à la France, il n'y a rien de figé. C'est-à-dire, tu passes à Bangkok, au bout de 2 ans, ils ont pas construit un nouvel immeuble. Ils ont rasé l'ancien et ils ont remis un nouvel immeuble à la place. Là, on en est là sur Bangkok à certains endroits. Donc, en fait, tu arrives, tu as toujours de la nouveauté. Et puis, tu as des endroits, en fait, qui sont très ruraux. En réalité, on connaît les grandes villes, les grands trucs, mais dès que tu sors un peu des sentiers battus, tu rentres un peu très vite dans la campagne. D'ailleurs, tu t'aperçois assez vite que finalement, la Thaïlande et le Cambodge, tu vois, c'est pas si différent que ça. Quand tu vas à la campagne, ils ont juste les routes en plus, mais c'est les mêmes gens, ils sont pas si différents que ça, quoi. En gros, tu vois que la campagne, c'est pas la ville, quoi. Mais la campagne, déjà, ça évolue très vite aussi. Et donc, des endroits, tu vois, tu arrives dans des endroits, tu fais, ah putain, c'est génial, c'est un machin qui est très préservé. Ou alors, c'est un endroit qui était pourri, mais qui est devenu sympa parce que justement, ils ont aménagé entre temps. Donc, tu as toujours, en fait, du renouveau. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est que ça bouge. Parfois, c'est moins bien parce que voilà, il y a trop de monde, il y a trop de trucs. Alors là, pour le coup, en 2020, c'était la fête du slip et 2021, ça va être pareil parce que moi, j'ai pu découvrir des endroits sans touristes, mais avec les 5 étoiles. C'est-à-dire que tu vois, les mecs, il y a 20 ans, ils disaient ah, mais la Thaïlande, c'était génial. Il y avait personne sur les plages. Ouais, ouais, t'avais les moustiques et les bungalows. Maintenant, en fait, quand tu peux faire le combo magique qui est t'as personne, t'as pas les moustiques et t'as le 5 étoiles, c'est quand même le level au-dessus. Et au prix, en plus, d'un truc à 30 balles la nuit, quoi. Donc, c'est ça, la beauté du truc, c'est que y a toujours des opportunités. Et puis, au-delà de ça, après, tu as la manière avec laquelle tu voyages. Tu voyages jamais de la même manière parce que avec le temps, tes envies, tes goûts, tes trucs diffèrent. Tu peux voyager tout seul. Tu vas pas aller au même endroit si tu es tout seul ou si tu es à deux. Si tu utilises le taxi ou si tu utilises la moto, toi tu fais beaucoup de moto comme ça, tu vas pas aller aux mêmes endroits non plus. Donc tu t'aperçois qu'en fait les possibilités elles sont illimitées et que tes envies elles changent aussi. Et donc de temps en temps tu as envie de campagne, tu vas aller te promener un peu en vélo. Moi je me suis acheté un vélo là pendant le confinement, tu vois, donc j'ai fait beaucoup de vélo, j'ai repris le vélo. Et c'est bien parce que le matin, tu vois, je vais faire un petit tour au bord de la plage, il y a les tailles qui courent, machin. T'as un truc comme ça que tu peux faire. Donc il y a toujours 1000 manières de voyager. Après, dans les grandes villes, effectivement, une grande ville, c'est illimité en fait. Quand tu regardes bien, toi, tu connais un quartier et encore, tu connais un bloc en fait à Bangkok. Au mieux, un bloc. Et, euh, et en fait, une ville comme Bangkok, tu n'auras jamais fini d'en faire le tour. Donc, tu peux t'amuser à faire à pied parce que si tu le fais en taxi ou quoi, tu prends un hôtel tous les 2 jours et tu marches pour aller, tu suis une ligne de métro, puis après, tu en suis une autre. Et puis, tu vas toujours trouver des spots intéressants. Il suffit de t'arrêter dans des endroits en fait que tu trouves inspirants, qui sont jolis. J'ai beaucoup fait ça en ville. En fait, tu sais, tu te balades, mais sans, tu prends un sac à dos et tu voyages avec 7 kilos sur le dos, ce qui te laisse beaucoup de souplesse en fait pour les modes de transport et ce qui est très suffisant pour mettre un ordinateur et de quoi tenir pour un mois, quoi. Et derrière ça, tu balades à pied et puis tu as une intersection, tu prends la plus jolie des deux routes. Mais tu ne prends pas en fait une direction, en fait, tu prends juste l'endroit que tu trouves intéressant et tu t'arrêtes quand tu as trouvé un spot intéressant et tu en trouves tout le temps en fait quand tu fonctionnes comme ça. Que ce soit à Bangkok, que ce soit n'importe où en réalité. Donc ouais, non, il y a plein de petites choses sur lesquelles tu peux t'émerveiller, effectivement. Après, c'est vrai qu'avec le temps, il y a les plages, les îles, c'est moins le truc qui me fait rêver, mais parce que c'est normal, les gens viennent en Asie pour ça, ils arrivent de Paris, ils veulent voir des plages. Bon, en fait, bon, en substance, généralement, plage, ça veut dire plus touriste, même si je vis au bord de la plage. Mais moi, j'associe beaucoup à ça. Sauf que là, cette année, j'ai pu refaire des tours des îles qui, normalement, sont sursaturées. On a pu faire Samui où il y avait personne. Mais quand je dis personne, c'est vraiment personne. On a fait des coins où, effectivement, j'allais plus parce que c'est noir de monde et parce que ça me fatigue. Ben, merci Sébastien pour tous ces conseils, cette perspective sur ta vie en Thaïlande en 2020 et puis les perspectives et les choses à anticiper comme ça pour essayer de quand même prendre un peu de la hauteur sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire et aussi les directions à prendre en tant qu'expatrié. Merci pour tous tes conseils et on mettra à nouveau les liens dans la description si vous voulez en savoir plus sur le travail de Sébastien et quelques vidéos intéressantes sur la Thaïlande. Un grand merci à toi pour l'invitation et puis très vite
en Thaïlande ou au Vietnam. Merci Seb, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.